Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur UHTL en compagnie de Sylvie Akoui. Bonsoir Sylvie pour le premier de notre série de débats consacrés aux élections législatives. Nous en organiserons un pour chacune des circonscriptions et nous commençons ce soir par la seconde de la Corse du Sud, celle qui va de Porti-Vecchio à Ajaccio au quartier des Salines et de Pedralbes. Un débat avec les candidats représentatifs de toutes les sensibilités politiques et qui sont réellement présentes en Corse. Ils sont au nombre de 5 ce soir. Bonsoir à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il n'y a pas une seule femme sur ce plateau, à l'exception de vous, bien sûr, Sylvie. Heureusement que Viastel est là, d'ailleurs, pour respecter la parité. Sylvie, à qui je laisse maintenant la parole. Et oui, Jean, en matière de parité, au moins, France 3 Corse Viastel est exemplaire. Passé cette digression, bonsoir à tous, messieurs, merci d'être là et d'avoir répondu à notre invitation. Entrons dans le vif du sujet avec une présentation en images des candidats qui sont présents sur ce plateau. Elle est signée Dominique Moret. À tout de suite. Camille de Roccaser est investi par les Républicains. À 63 ans, le sortant, également conseiller territorial, brigue un 4e mandat de député. Le nationaliste Paul-André Colombagne est candidat sous l'étiquette Pea Gorziga. Ce médecin a été élu pour la première fois en 2015 à l'Assemblée de Corse. Jean-Charles Orsucci concourt sous les couleurs de la République en marche. Entre 2010 et 2015, le maire de Bonifacio a été conseiller territorial. Nicolas Laris défend le programme du Parti communiste. Impliqué dans la vie municipale sartenaise, c'est la première fois qu'il est candidat aux législatives. Dylan Champeau représente la Corse insoumise. Du haut de ses 18 ans, le plus jeune candidat de France entend incarner le renouveau. Et pour être complet, 2 autres candidats sont en lice dans cette seconde circonscription de Corse du Sud. Il s'agit, vous allez les voir à l'écran, d'Yves Dayen, qui représente Lutte ouvrière, et enfin de Nadia Soltani pour l'Union populaire républicaine, le mouvement de François Asselineau. Alors ce débat, nous le diviserons en 2 parties. La première consacrée à la politique nationale, au positionnement des différents candidats par rapport à cette nouvelle configuration, aux choix qu'ils feront, soutien ou opposant au nouveau président et bien sûr, quelle politique ils souhaitent pour les 5 années à venir. Dans la seconde partie, nous parlerons de la Corse, quelle démarche ils pourraient porter en faveur de l'île, quelles seront leurs priorités, voire leurs propositions spécifiques s'ils en ont. Enfin, ils disposeront en fin d'émission de quelques minutes pour conclure. Avant tout cela, nous allons faire un petit tour dans cette seconde circonscription de Corse du Sud. Quelles en sont les caractéristiques? C'est un territoire ancré à droite et au sein même de votre famille, Camille de Roccaser, depuis 1978. D'Ajaccio à l'extrême sud, tour d'horizon, signé là encore par Dominique Moret. D'Ajaccio aux portes de Solenzar, la 2e circonscription de la Corse du Sud et ses 75 communes comprend 75 048 habitants. La pertinence du découpage est régulièrement remise en cause. Une grande partie des quartiers est d'Ajaccio, ce qui était auparavant le 6e canton, est intégré dans la circonscription. La population y est concentrée dans 3 zones, Ajaccio et la rive sud, le Sartenay-Valinco et Porto-Vecchio et ses alentours. Dans ces territoires, le nombre d'habitants continue d'augmenter quand les zones rurales du Tarao et de l'Alta-Roque marquent le pas. Il y a 58 208 inscrits, soit 4 531 de plus qu'en 2012. Pour qu'il y ait triangulaire, le candidat arrivé en 3e position doit totaliser 7 276 suffrages. Depuis 1975, la circonscription a été systématiquement remportée par la droite. Jean-Paul de Roccaser d'abord, Camille de Roccaser ensuite. Alors pour entamer ce débat, un premier tour de table, si vous le voulez bien, sur le sens de votre candidature. On commencera avec vous, Camille de Roccaser. Vous sollicitez un 4e mandat. Pourquoi encore un renouvellement? D'abord, merci, mais je vais simplement rectifier deux choses que vous venez de prononcer, de dire la circonscription, c'est pas de Porti-Vecchio à Ajaccio, c'est de Sari-Solenzar à Ajaccio. Alors, il ne faut pas oublier toute cette partie où il y a Conques, Lecce, Sainte-Lucie, Porto-Vecchio, Saint-Gavin, des communes littorales et montagnes. Et d'autre part, c'est en 62, mon père a été élu après la dissolution, député de cette circonscription, qui a évolué depuis, puisqu'elle n'allait que jusqu'à Pétrette et que maintenant elle s'est élargie jusqu'à Ajaccio, les Salines, Pietralbes, le Finosé. Mais il n'a jamais changé de titulaire. Hein. De titulaire, oui. De camp politique, de famille politique, non. Mais je ne vais pas m'en excuser, si vous permettez. Je suis gaulliste et j'appartiens à cette famille qui est ancrée, et je sais que certains ne désespèrent pas, soit de nous dégager, soit de s'investir pour eux-mêmes. C'est-à-dire que peut-être que si j'étais réélu 3 fois déjà,
Et si je revendique un 4e mandat, c'est parce que j'ai encore des choses à faire. D'abord, j'ai un acquis, j'ai un bilan que personne ne peut contester en tant que parlementaire. On dit d'ailleurs de moi que je suis un meilleur parlementaire que je ne serai un élu local. Je ne sais pas, j'ai été élu local, j'ai occupé les mandats. Et d'ailleurs, je pense que ce qui a été pour moi important, c'est d'avoir occupé d'autres mandats avant pour justement avoir l'expérience de maire, de conseiller général, de conseiller territorial, pour appréhender à l'Assemblée nationale, et pour ne pas être, je dirais, en dehors du temps, en dehors de nos territoires, en dehors du sol, pour répondre à ce qui fait la vie de tous les jours, la vie de nos concitoyens. Alors j'ai fait beaucoup de choses pour la Corse, jusqu'ici, et je n'ai pas achevé ce parcours. Et je pense que dans le cas de la collectivité unique, il y a mieux à faire que ce qu'on nous a proposé. J'avais déposé dans la mandature précédente une proposition de loi sur le CDI saisonnier, et donc j'espère bien pouvoir défendre cette proposition de loi, ou en tout cas être en accord avec le gouvernement, puisque je vois qu'il veut réformer le Code du travail. J'ai d'autres propositions à faire en matière de statut fiscal pour la Corse. J'ai obtenu beaucoup de choses dans le domaine du foncier, dans le domaine des droits de succession. Eh bien, je veux maintenant apporter toute cette expérience, tout mon savoir-faire, une méthode de travail qui m'a permis de travailler aussi bien dans la majorité, et je préfère toujours être dans la majorité que dans l'opposition. Et je ne désespère pas d'ailleurs que si ce gouvernement a désigné, enfin si le président de la République a désigné un Premier ministre de droite, qu'il espère avoir peut-être une majorité de droite. À vos côtés, Nicolas Alaris. Nicolas Alaris, on avait l'habitude de voir dans cette circonscription un visage très connu, celui de Dominique Bouquin. Vous lui succédez à la candidature. Quel est le sens de la présence du Parti communiste à chaque scrutin? C'est l'affirmation d'une gauche plus sociale? C'est surtout l'affirmation d'une gauche combative, déjà. Et pour ce qui me concerne... En dépit, pardon, des résultats enregistrés qui sont de plus en plus en recul? Certes, nous sommes toujours présents. Et nous allons le démontrer dans un avenir proche. En tout cas, le sens de ma candidature, je fais remarquer que, justement, la formation politique que je représente a toujours mis des candidats dans la circonscription que je représente. Et bien sûr, pour défendre les intérêts des plus démunis, les intérêts populaires. Et comme dirait Jean-Nico, les spoliés de la terre. Je lance d'ailleurs un appel à la gauche pour nous aider à envoyer un député à l'Assemblée nationale qui va porter la voix, s'il y a lieu, de l'antilibéralisme. Alors vous n'êtes pas seul sur ce créneau. Dylan Champeau, vous êtes le représentant de la France insoumise. Quel est le sens de votre présence, en sachant quand même qu'il y a aussi un autre candidat qui est à peu près sur les mêmes terres, qui est le candidat du Parti communiste? Qu'est-ce que vous espérez de ce scrutin, à part une candidature de témoignage? Écoutez, il est grand temps de changer le visage de notre politique et d'opérer un réel changement de la classe politique, un réel renouvellement. J'avais seulement 4 ans quand Camille de Rocasser a été élu pour la première fois. Je suis la génération qui subit la crise de vos politiques, messieurs. Et je pense qu'il est grand temps d'opérer une politique en faveur du peuple, qui se soucie du peuple et de son environnement. Il y a une crise sociale, il faut mettre un terme aux politiques d'austérité qui conduisent le peuple à la misère et au mal-être. L'environnement, il doit être pris en compte, la nature aussi. Parce que les générations futures doivent s'épanouir dans un environnement sain, comme l'ont connu nos anciens. Aussi, il y a encore 2 crises. Il y a une crise démocratique, il y a trop de corrompus actuellement. On va avoir le temps d'y revenir. Bien sûr, oui, je sais. Mais il y a trop de corrompus et la 6e République que nous portons y mettra un terme. Et enfin, il y a une crise pour la paix. Il y a notamment en Méditerranée où trop d'enfants sont exposés à la noyade chaque jour. Voilà, c'est le sens de ma candidature. Je veux construire l'avenir et la gauche du XXIe siècle. Vous auriez pu le faire en binôme avec Nicolas Alaris, même s'il est plus âgé. Ils ont choisi une stratégie différente et moi je respecte, c'est la démocratie. Alors une précision, vous êtes, si je ne m'abuse, le plus jeune candidat de France, vous avez 18 ans. Il semblerait, oui, 18 ans. Très bien. Je crois qu'on n'a jamais eu un candidat de 18 ans sur un plateau. À vos côtés, Paul-André Colombagne, vous représentez le mouvement nationaliste. Vous succédez, vous, à la candidature dans cette circonscription à Jean-Christophe Angeline, qui avait réussi en 2012 à mettre Camille de Rocasser en ballottage, mais sans réussir à le battre. Cette fois, quel est votre objectif?
Et bonsoir tout le monde, bonsoir madame. D'abord, c'est d'essayer de marquer notre présence, c'est-à-dire de la famille nationaliste, pour faire suite aux propos du jeune homme que j'ai à côté, qui amène d'abord beaucoup d'air frais. C'est très bien d'avoir un jeune candidat comme ça. Ça prouve que notre jeunesse s'implique, même si on ne va pas partager forcément tout ce qu'il va dire ce soir. Et pour faire suite à ce qu'il disait, moi j'avais 9 ans quand le papa de Camille Drocasser a été élu pour la première fois, et j'en ai bientôt 50 cette année. Donc, on passe à mon père. Voilà, on va passer sur le grand âge de Camille Drocasser. Donc quand le père de Camille Drocasser a été élu, donc voilà, ça c'est le premier, si vous voulez. Donc en étant adossé à la majorité territoriale, qui est aux commandes de la région depuis 2015, nous avons décidé, avec cette majorité qui se présente unie devant vous, dans les 4 circonscriptions, nous avons décidé qu'il fallait absolument renforcer la présence, il fallait des députés nationalistes à Paris pour porter la voix de la majorité et renforcer le travail du Conseil exécutif à Paris. Enfin, dernier candidat, Jean-Charles Orsuch, vous êtes investi par La République En Marche, donc un soutien du président de la République, mais sans le soutien d'un quelconque parti de gauche, ni le PS, ni le PRG, ni les écologistes, et sans soutien de la droite non plus. C'est assez inédit, quand même, comme configuration, de voir des candidats se réclamant d'un nouveau président, si bien élu, aussi seul. Alors ça, on le verra, mon cher Jean Vitus. Je ne parle pas des électeurs, je parle des partis. Bonsoir à tous. Non, mais au niveau des partis, alors, il y a une logique implacable. Vous n'aurez pas... Vous avez bien sûr vu qu'il y a eu un grand chambardement il y a quelques jours à la tête de la présidence de la République. Première remarque, et je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Effectivement, je suis le seul autour de cette table à représenter le président de la République et à défendre aujourd'hui le programme qu'ils veulent mettre en place. Je suis investi par ce grand mouvement qui deviendra peut-être un parti d'ailleurs dans les prochains jours, qui s'appelle La République En Marche. Ce mouvement qui a compris aujourd'hui que les partis auxquels vous faites référence sont en très grande difficulté aujourd'hui et qu'il fallait dépasser justement ce clivage partisan. Moi, si je suis là devant vous aujourd'hui, si je suis candidat dans cette élection législative, c'est parce que j'estime justement qu'il est grand temps, de renouveler la classe politique insulaire et je dirais même nationale. Et c'est vrai, je ne vais pas revenir sur ma présence au lycée, la candidature de Camille Drocasser, etc. Je ne vais pas taquiner Camille là-dessus, mais parce que c'est pas ça le problème. Parce que ça ne me pose aucun problème d'assumer mon âge. C'est pas du tout. Je suis contre toute idée de jeunisme. Ce que je veux simplement dire, c'est que je crois qu'il faut un renouvellement des hommes pour renouveler aussi les pratiques et les dynamiques. Et il faut aussi aujourd'hui avoir à l'esprit, Jean Vitus, pour être précis dans une réponse, qu'il est peut-être temps aujourd'hui de dépasser le clivage droite-gauche. Ici, il y a des gens qui y sont très attachés, c'est leur droit. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, justement, c'est d'être pragmatique. L'enjeu, c'est de répondre aux difficultés de nos concitoyens. Et quand on voit la difficulté dans les quartiers d'Ajaccio, quand on voit la difficulté dans les quartiers, dans la ruralité, je crois que c'est avant tout de pragmatisme dont nous devons faire part les uns et les autres. Et c'est pour ça que je suis candidat aujourd'hui. Alors on a commencé à entrer dans le vif du sujet après ce tour de table, mais quel va être précisément le positionnement politique des uns et des autres par rapport à la nouvelle majorité présidentielle? À part vous, Jean-Charles Orsuch, on ne sait pas où se situeront les autres candidats. Nicolas Laris, vous serez dans l'opposition, clairement, sûrement si vous êtes élu? Clairement dans l'opposition. On ne peut pas cautionner cette politique, nous. Alors je rappelle quand même un petit peu, notre positionnement, il a été très clair. Au premier tour, on a appelé à voter Jean-Luc Mélenchon, puisque son programme était au plus près de nos aspirations. Au second tour, vu le résultat de Marine Le Pen, on a été très clair dès le départ, il fallait barrer la route au FN, et on s'en honore. Parce que lorsqu'on regarde l'histoire de notre pays récente, c'est dangereux. Albert Ferrach, je dirais, c'est le combat des mêmes contre les mêmes. Dylan Champeau. Eh bien écoutez, nous serons dans la majorité insoumise puisque nous visons la majorité. Nous ne laisserons pas le président casser le code du travail. Nous souhaitons protéger les travailleurs et les travailleuses de ce pays, les salariés. Et bon, pour faire référence à ce que disait M. Alaris, nous n'avons pas eu peur de Mme Le Pen, qui est finalement un épouvantail du système et qui, depuis des années, on la sort à chaque élection
pour finalement faire passer... en fait, il suffit d'être au second tour face à Mme Le Pen pour être élu. La position de Jean-Luc Mélenchon n'était pas très claire. Hein. Oui, elle était très claire. Il n'a pas appelé à voter pour... Pas un vote pour Mme Le Pen, voilà. Pas du tout. Mais pas plus pour Macron non plus. Après, vous savez, c'est pas un gourou. Vous savez, les électeurs, ils ont quand même un cerveau et ils sont capables de faire le choix entre l'abstention, le vote blanc ou Emmanuel Macron. Chacun est libre de penser. Souvent, on présente Jean-Luc Mélenchon comme le chef, celui qu'il faut suivre. C'est pas du tout ça. Les électeurs, ce sont ceux déjà qui ont... Ça y ressemble un petit peu quand même. Ah bon? Mais pourtant, nous sommes des dizaines de milliers à avoir participé au programme, à l'élaboration du programme à Lille, à la convention de Lille. Vous savez, le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est certainement pas Jean-Luc Mélenchon qui l'a fait seul sur le coin d'une table. C'est des dizaines de milliers de citoyens qui s'y sont investis. Et voilà, ça a porté ses fruits, puisque nous avons fait plus de 7 millions d'électeurs à la présidentielle, et soit à peu près 20% des voix. Jean-Charles Orsucci, vous qui soutenez le président nouvellement élu, comment appréhendez-vous ce propos de candidat qui se revendique de gauche ? Moi, je vais vous dire une chose simple. D'abord, permettez-moi de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Moi, je félicite le Parti communiste français d'avoir une position très claire au soir du premier tour. J'entends aujourd'hui qu'ils s'inscrivent en opposition avec la politique que j'entends défendre, et je respecte ce choix tout à fait. Mais je tiens à féliciter de la clarté de ce propos. C'est avec un positionnement tel qu'on vient de l'entendre que, par le passé, on a connu des heures sombres en Europe, et quand la gauche n'a pas été capable de prendre ses responsabilités. Donc, là-dessus, je tenais d'abord à dire cela. Ensuite, moi, je persiste et je cite, je suis là et je suis le seul à incarner aujourd'hui le programme du président de la République, et je suis le seul qui pourra demain être un député efficace pour la circonscription, parce que oui, j'ai l'oreille du président de la République, oui, je peux aujourd'hui parler au Premier ministre et aux ministres et aux plus hauts fonctionnaires de l'État, et c'est là que se joue peut-être aujourd'hui cette nouvelle élection législative. Moi, je me moque un petit peu, même si je souhaite un renouvellement de la classe politique, de savoir combien Camille de Rocasser a fait de députation. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'être efficace. Si la Corse veut véritablement entrer en mouvement, si aujourd'hui on ne veut pas perdre encore 5 ans, parce qu'on peut nous dire ce que l'on veut, il faut être un député de la majorité pour être le plus efficace possible. Si on ne veut pas encore perdre 5 ans, si on veut que pendant ces 5 ans, à Paris, on nous entende qu'on est un député dans le groupe de la majorité présidentielle, alors je suis la seule alternative. Camille de Rocasser ? Écoutez, c'est extraordinaire ce que j'entends. Parce que la Corse en marche était le slogan de Paul Jacob en 2004. Et à l'époque, nous avions dit nous-mêmes que la marche était statique et que le mouvement c'était dynamique, alors nous allions nous mettre en mouvement. Je vois d'ailleurs qu'il y a des filiations où on passe de Valls, Hollande, après avoir soutenu fortement les politiques de François Hollande, et aujourd'hui on rejoint Macron. Emmanuel Macron était rocardien. Je suis très heureux de voir que Emmanuel Macron, qui est le président de la République, que je ne vais pas contester du tout, même s'il n'a pas fait un score fantastique par rapport à ce qu'avait fait Hollande, mais on a vu que Hollande, quelques mois après, avait quelques soucis. Il se trouve que je ne connais pas encore le programme tellement annoncé d'Emmanuel Macron. Je ne le connais pas. Je sais, par contre, il y a une chose qui a été affirmée. C'est la hausse de 1,7% de la CSG. Ça a été affirmé, c'est clair. Et la baisse de 3,1% par contre, aussi. Par contre, les baisses qui ont été apportées de façon assez imprécise ne concernent que la baisse sur les charges salariales dans le privé, c'est-à-dire que ça ne touchera pas en baisse les retraités ni les fonctionnaires. Moi, ça veut dire que les fonctionnaires et les retraités auront une hausse. Il vaut mieux quand même, parce la question n'est pas celle-là. La question est la suivante. Y a-t-il une majorité présidentielle aujourd'hui? Je n'en sais rien. Oui. Je n'en sais rien. Y aura-t-il une majorité parlementaire demain? C'est le but de cette élection. C'est d'apporter un président de la République et un gouvernement qui sera celui qui sera issu de la majorité parlementaire. Alors si je dois m'en tenir à l'existant, Édouard Philippe revendique d'être Premier ministre de droite. Donc je me dis que le président de la République, il est de droite. Il était mon voisin juste devant moi dans l'hémicycle. Rocardien. Ça veut dire que Édouard Philippe, Premier ministre de droite, inscrit chez les Républicains et qui a fait la campagne d'ailleurs des Républicains. Et donc vous avez demandé l'exclusion. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'a pas demandé l'exclusion, c'est lui-même qui s'exclut a priori. Vous avez demandé l'exclusion de Darmanin. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron souhaite vraisemblablement une majorité de droite. Alors nous ne désespérons pas de lui donner une majorité de droite. Je ne savais pas que Jean-Yves Le Drian était républicain, mais bon. Mais oui, la confusion elle est la suivante. Donc si je comprends bien, vous le soutiendriez? Non, attendez, non. Je ne connais pas son projet. J'attends de savoir quel sera le projet. Non, moi je n'ai pas varié. On l'a vu
sur la collectivité unique. Sur la collectivité unique, je suis sur très les arrêtés clair. bio tout à l'heure. François Baroin a pris des positions quand même assez surprenantes en disant qu'il était prêt à siéger avec la majorité présidentielle. Oui, mais attendez, mais il est prêt à siéger en fonction d'un projet. Quel est le projet? Aujourd'hui, nous n'avons pas le projet. Il est très clair. J'attends d'avoir un projet de gouvernement. François Baroin a dit aussi qu'il se battait pour avoir une majorité de droite. Donc, je comprends tout le monde à cette table. Sauf que ceux qui ont le plus varié, c'est pas dans mon camp. Non. Par contre, je suis 5e République, profondément 5e République. Ça veut dire une 5e République sont des institutions, mais il y a de la clarté dans les projets, clarté dans les programmes, et il y a une clarté dans la mise en œuvre des politiques. Ça veut dire que si M. Macron est une majorité absolue, il gouvernera, et chacun sera libre à ce moment-là de voir sur quel projet on peut avoir des rapprochements ou les projets qui nous séparent. Si M. Macron n'a pas de majorité absolue, il n'aura qu'une chose à faire, c'est de créer les conditions d'une coalition, s'il le peut, mais pas dans le désordre. Lorsque je vois aujourd'hui que la ministre sortante de la Santé s'annonce comme étant candidate de la majorité présidentielle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle n'est ni En Marche, ni ex-PS, et elle a, je pense que M. Macron va s'apercevoir très vite, que la politique de la santé qu'elle a mise en œuvre était très mauvaise. Lorsque je vois le ministre de l'Éducation nationale qu'a choisi Emmanuel Macron, et je m'en réjouis, on va s'apercevoir d'une chose, c'est qu'il va faire la politique inverse de celle de Najat Vallaud-Belkacem. Ça veut dire qu'on aura besoin de plus de clarté et de trouver de la cohérence. Voilà, moi je m'inscris dans cette ligne-là. Paul-André Colomban, vous avez un positionnement un peu différent. Sur quel banc siégerez-vous si d'aventure vous accédez à l'Assemblée nationale? Tout d'abord, je veux dire que je suis un peu détaché par rapport à tous ces problèmes-là. Nous, si vous voulez, je suis le seul candidat qui est ici, qui a les pieds en Corse, la tête en Corse. C'est-à-dire que notre majorité territoriale a désigné des candidats ici et on est les seuls. Tous les autres candidats qui sont ici, ils ont été désignés à Paris et ils sont très préoccupés, vous avez vu, par les petites manœuvres de ce qui se passe dans leurs appareils à Paris. Pour autant, il n'y a pas à proprement parler de parachutés sur ce plateau. Il y a des gens qui ont un ancrage très local. J'ai fait tout simplement acte de candidature, tout simplement. Voilà. Maintenant, nous, si vous voulez, on est clair. Si vous voulez, on est clair. Depuis 18 mois, on travaille. Les Corses le voient. À travers notre travail, nous avons montré que nous savons dialoguer avec tout le monde. Nous avons montré que nous savons dialoguer avec les gens du gouvernement qui se sont présentés sur l'île, que ce soit Saïd de Ségolène Royal à Jean-Michel Baillet, qui n'ont pas la même origine politique que nous forcément. Et donc, si vous voulez, nous n'avons aucune peur d'affronter c'est sûr que les nationalistes, même si on rêvait un peu, si on avait 4 élus nationalistes, pas de quoi faire on ne pourra pas prendre la majorité à l'Assemblée nationale. Donc ce sera au cas par cas. Le vote sera au cas par cas. Le vote sera au cas par cas avec des positions tranchées. C'est sûr que le programme d'Emmanuel Macron nous inquiète un petit peu, à la fois parce qu'il n'a répondu sur aucune question précisément sur nos principales revendications en Corse. Et en même temps, si vous voulez, je peux vous donner 2 exemples. La hausse de la CSG chez les retraités, ça nous inquiète. On votera clairement contre. Et d'un autre côté, si vous voulez, d'un autre côté, si on parle de moralisation de la vie publique, j'espère qu'on pourra en parler un petit peu plus longtemps tout à l'heure. Le projet paraît intéressant. J'espère que ce ne sera pas que des effets d'annonce. Donc clairement, on prendra position. On saura prendre position. Et ensuite, si vous voulez, on saura aussi dialoguer avec des élus des députés des territoires ultramarins, ou éventuellement des élus de la montagne, ou des gens qui viennent des territoires ruraux un peu comme nous, parce que je pense que le jour où on va parler de désert médical à ces gens-là, on va bien se comprendre très rapidement. Nicolas Alaris, vous mettez l'accent sur la situation sociale. Concrètement, quelles propositions vous allez défendre? Je tiens compte de ce que vous me dites et je vais y répondre tout à l'heure, mais moi, ce que je trouve plutôt... Camille de Rocazère disait c'est extraordinaire. Moi, je dis c'est hallucinant. C'est hallucinant parce qu'il faut éclairer quand même les gens sur ce qui se passe. On connaît la situation en Europe, on connaît la situation en France et on connaît la situation en Corse. Quand je parle de la situation, c'est la situation sociale. Là, apparemment, les 3 candidats ont des politiques différentes. Lesquelles? Je ne vais pas parler de mon collègue. Je ne me trompe pas d'adversaire, en respectant les hommes, évidemment. Mais le véritable problème, c'est quoi? On parle de changement. Moi, je ne parle pas de changement sur les formes, avec la sémantique, comme l'a fait M. Macron, pour
avec le battage médiatique au niveau national qui fait qu'on nous présente ça comme le changement, la modernité. La modernité, c'est de défendre les pauvres, d'une part. Deuxièmement, sous différents habillages. Et l'identité, et qui n'est pas pour l'identité et pour défendre la langue corse, évidemment, a parlo tutti i giorni e a mia lingua, come francese. Mais, M. Orsucci, ce serait le candidat du renouveau. Mais si on regarde en Corse, les candidats de Macron, déjà, c'est les mêmes visages et les mêmes usages. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que Emmanuel Macron nous a vanté qu'on ferait de la politique autrement. Oui. C'est les mêmes usages. Et évidemment, on changerait les visages. Parce que Nicolas Larisse, c'est le changement. Il n'a jamais été candidat, il n'est pas conseiller municipal. Il peut prétendre, lui, incarner à lui tout seul le changement. C'est vrai que notre jeune candidat monsieur Nicolas Larisse, il n'est pas connu dans toute la Corse. Il n'a pas exercé de responsabilité politique. Il n'a pas eu de mairie. J'ai un mandat de maire, etc. Si vous voulez être précis. J'ai 45 ans et un mandat de vous maire. n'avez pas qu'un mandat. Vous avez fait partie de l'exécutif à l'Assemblée de Corse. Non, pas du tout. J'ai été conseiller territorial, vice-président de l'Assemblée, mais je revendique et je l'assume. Président du groupe de Paul Jacob. Mais bon, c'est bien de me donner aujourd'hui, mais uniquement 45 ans, sans être, je dirais, d'une famille historiquement implantée politiquement. J'arrive aujourd'hui, à force de mon travail, à exister sur la scène insulaire. En tout cas, je vous remercie de le reconnaître. Vous n'avez pas été que maire. Mais bon, ceci étant dit, moi, ce qui m'importe, c'est d'expliquer aux gens. C'est pas d'être agressif envers l'autre. C'est expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est responsable de tous nos maux? C'est le libéralisme. C'est le libéralisme, tout simplement. C'est quoi le libéralisme? Parce qu'il y a la sémantique, je parlais tout à l'heure de la sémantique, mais la sémantique, dans le mot libéral, c'est vrai, il y a liberté. Mais ce n'est pas la liberté individuelle. C'est la libre circulation des capitaux. Pour le reste, les libertés individuelles, on voit bien qu'elles se restreignent de plus en plus. Donc c'est là qu'il faut s'attaquer, c'est à la finance. Parce que c'est la finance qui imprègne la politique. Ce n'est pas le contraire. Et la finance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut toujours engranger, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et on assiste à une situation extraordinaire qu'Emmanuel Macron ne parle pas, et la droite non plus. C'est quoi? On va chercher toujours en bas les moyens de résorber la crise. Et la crise, qui l'a créée? Je regrette, mais c'est la finance, c'est les très grandes entreprises, les très grandes, pas le petit entrepreneur du coin, les très grandes entreprises, c'est les banques et c'est les grandes fortunes. En faisant quoi? En ne payant pas leurs impôts. Alors que nous les payons, nos impôts. C'est l'évasion fiscale. Alors si vous voulez, j'y reviendrai tout à l'heure, je vois que vous voulez faire parler, monsieur. J'y reviendrai. Je vois Diane Champeau qui opine du chef, je suppose que vous partagez complètement le constat. Mais bien sûr, oui, il a raison. Puisque, on le sait aujourd'hui... Je demande ce qui vous sépare. Des stratégies différentes, mais on ne va pas partir là-dessus, on ne va pas commencer à rentrer dans un débat... Si c'est clash, voilà, on s'étonne qu'il y ait deux candidatures, si ça se résume à l'âge. Si ça se résume à... Non, mais bon, bref, c'est pas grave. Je vois les électeurs qui paraît compliqué. Il y a 85 milliards de fraude fiscale par an. Ces 85 milliards, on n'en aurait pas besoin peut-être dans le pays, au vu de la pauvreté qu'il y a, au vu des chômeurs qu'il y a. C'est à la finance de payer le retour au plein emploi. C'est pas aux pauvres à qui on va augmenter la CSG pour les appauvrir encore plus. C'est à la finance de payer parce que la finance s'est trop gavée durant des années et qu'aujourd'hui le tissu industriel il est fait de TPE et de PME qui elles par contre payent leurs impôts et qui elles quand elles font un prêt c'est pas à un taux zéro presque. Une petite remarque. Oui, allez-y. Je rappellerai au jeune homme et à M. Alaris que par exemple ils ont fait partie d'un gouvernement. Jean-Luc Mélenchon était membre du gouvernement de Lionel Jospin qui est le gouvernement de gauche parce qu'après on oublie. Tout comme je rappellerai à M. Alaris que nous avons siégé dans la même majorité territoriale mais il semblerait qu'il y ait un petit côté d'amnésie de ce côté-là et que donc c'est le gouvernement de gauche qui a le plus privatisé. Et moi, je vais vous dire une chose. J'étais fier du bilan de Lionel Jospin et de ce qu'il a pu faire, parce que les résultats en matière de lutte contre le chômage, qui est un véritable cancer aujourd'hui pour notre pays et pour notre région, ont été plus que prolifiques. C'est celui qui a le plus privatisé, je crois. C'est grâce aux 35 heures. Et vous ne proposez pas les 35 heures. Vous voulez démonter le code du travail? Non, c'est pas vrai. Non, mais je connais mon programme. Si vous pouvez laisser moi connaître mon programme, je vous laisse finir et je rebondirai. C'est un code du travail par entreprise.
entreprise où au sein de l'entreprise, on pourra décider de travailler jusqu'à 42 heures, soi-disant avec l'accord des syndicats. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a des entreprises où il n'y a pas de syndicats, il y a des entreprises où il n'y a pas de syndicats qui combattent, et aller combattre entre le travailleur et le patron, entre le plus faible et le plus fort. Il ne peut pas y avoir de négociation. On ne négocie pas sur le temps de travail et sur le salaire. C'est des droits acquis. Ils doivent y rester. Est-ce que vous m'autorisez à rebondir sur ce que je viens d'entendre de la part de mes concurrents et en répondant un petit peu à tout le monde. Premièrement, je vais le dire avec certitude. Le président Macron aura une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les erreurs à 2 ou 3% aujourd'hui, et dans le pire des cas, les vraiment Camille de Rocazère n'est pas d'accord. Non, mais c'est une certitude. Laissons les électrices et les électeurs voter. Entre 320 et 350 députés. J'ose espérer que la deuxième circonscription de la Corse du Sud s'inscrira dans ce mouvement-là. Après, j'ai été surpris et étonné d'entendre le candidat représentant les Républicains me faire une leçon sur le programme. Parce que quand même, je voudrais quand même le préciser à nos téléspectateurs. La personne qui est là à mes côtés aujourd'hui nous a expliqué pendant des mois et des mois, proche de François Fillon, soutien majeur, c'était le programme de François Fillon, thatchérien ou faisant preuve de réganisme, était l'alpha et l'oméga de la réussite française. Je dis bien l'alpha et l'oméga. On ne pouvait pas avoir fait mieux, il avait été le fruit de travail. Sauf que le soir du premier tour de l'élection présidentielle, ce même programme, parce que on donne des leçons à Emmanuel Macron, on l'a pris, on l'a jeté à la poubelle, tellement il était bon. Et aujourd'hui, ce que nous propose notre ami Camille de Rocazère, c'est simple. C'est aujourd'hui le même programme, mais sans les recettes. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. On a supprimé, sur les 35 heures, on ne sait plus. Sur un tas de sujets comme ça majeurs, on est dans le flou artistique le plus total. Jean-Charles parle du programme de Macron que personne ne connaît. Alors j'y viens. Voilà, la différence avec le nôtre, c'est que Emmanuel Macron avait, soi-disant, pas de programme avant le premier tour. Il vous l'a démontré. Il en a toujours pas. Il en a toujours un. Par la CSG, on n'en voit pas. Vous venez d'évoquer la CSG, comme par hasard. Mais moi, je vous réponds très tranquillement. Sur la CSG et les retraites, 40% des retraités les plus faibles ne seront pas touchés par cela. En revanche, vous oubliez à chaque fois, quand vous évoquez les 1,7 points d'augmentation de la CSG, d'évoquer les 3,1 diminutions de charges patronales et en matière de chômage. C'est celle-là la réalité. Et par amitié pour mon ami Paul-André, je dirais que si c'est vrai, je reconnais que j'espère que La République En Marche aura par la suite une vocation à choisir ses candidats au plus près du terrain, parce que le pacte girondin dont parle Emmanuel Macron est important. Mais la jeunesse de ce mouvement l'a empêché de le mettre en œuvre maintenant. Maintenant, je crois que Paul-André, tu peux me reconnaître une chose, c'est d'être un élu local, un élu qui travaille et un élu qui a une toute légitimité à être dans cette élection législative. Camille de Rocazère, vous répondez après. Si l'exaltation est la marque de fabrique d'En Marche, je dirais que c'est un programme limité. Alors moi, je ne suis pas dans l'exaltation, je suis simplement dans l'observation, la réflexion, et la différence, c'est que moi, le programme de François Fillon, je l'ai assumé. Qu'est-ce qui change ? Il change deux choses essentielles. La première, c'est qu'effectivement, au vu du résultat du premier tour, il y a une interprétation du résultat. Lorsque les extrêmes se renforcent autant, ça veut dire qu'il y a une colère réelle du peuple et qui s'exprime et qu'il faut, je dirais, enregistrer et décrypter. Donc on rase gratis. Nous avons, pas du tout, on rase pas gratis. On a simplement retrouvé un équilibre entre la nécessité de baisser les charges patronales, mais là, tout à l'heure, confondez les charges patronales et salariales, je vais revenir, et les charges salariales ne touchent, la baisse des charges salariales, que les salariés du privé, ne touchent pas ni les fonctionnaires, ni les retraités. Donc nous avons décidé de diminuer de 40 milliards à 28 milliards l'allègement des charges patronales. Ce qui permet en même temps, moi j'étais pas tout à fait favorable, ce qui permet en même temps de supprimer la hausse de 2 points de TVA. Et je pense qu'on aurait pu maintenir la hausse de 2 points de TVA. Qui est l'impôt le plus juste, Camille, on est d'accord. Et puis les baisses d'impôts également. La TVA à 20% est plus juste que la CSG, mais pas du parce tout. Que la TVA à 20%, c'est les produits d'importation. Et en même temps, on a vu en Allemagne que lorsque la hausse a été effectuée, il n'y a pas eu 2 points de hausse. Il y a quand même des ressemblances entre vos deux programmes. Non. Baisse des charges, impôt sur les sociétés, plafonnement des indemnités. Nous assumons pleinement de sortir des 35 heures. Chez Macron, c'est déguisé. Accord d'entreprise et accord de branche chez vous aussi. Accord d'entreprise, ça veut dire que les entreprises décideront.
Mais nous avons Pas une réintroduit... suppression par la loi. C'est depuis la suppression totale qui était promise. Suppression par la loi, toujours. Et non, pas par la loi, Non, puisque pas par la la loi loi ne peut pas supprimer les accords entre l'employeur et les salariés. Nous avons par contre réintroduit, c'est vrai, c'était un des accords qu'il y avait entre nous, entre Nicolas Sarkozy et François Fillon, la défiscalisation des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne commençant que à partir de l'heure supplémentaire du travail légal qui aura été autorisé dans l'entreprise. Ça peut être 37 heures, ça peut être 38 heures, ça peut être 39 heures. Ensuite, nous avons modifié sur un point essentiel. Nous avons créé un pacte de ruralité. Ça veut dire que le malaise dans le rural, c'est vraiment affirmé pendant cette élection. Et donc, ce pacte, c'est simple. C'est y aller en rue. Nous décidons de créer une agence nationale pour la revitalisation du rural. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura 1 euro investi, 1 euro investi, champion de l'État-providence. 1 euro investi, non pas du tout. 1 euro investi, 1 euro investi dans l'urbain correspondra à 1 euro investi dans le rural. En même temps, ce qui veut dire qu'aujourd'hui vous avez un déséquilibre. Depuis des années, il y a un déséquilibre, c'est que lorsqu'il y a 1 euro investi dans le rural, vous avez 3 euros investis dans l'urbain. Donc on rééquilibrera. Tout cela est financé. La différence qu'il y a, c'est que M. Macron, s'il a le courage, il doit faire ce qu'on appelle un collectif budgétaire au mois de juillet. Parce que M. Hollande a laissé une ardoise. Il y a entre 15 et 20 milliards... que celle que tu as laissée avec Nicolas Sarkozy de 600 milliards. Entre 15 et 20 milliards d'euros qui ne sont pas budgétés, qui ne sont pas financés. Je dois dire qu'il y a des équivalents. On l'a vu au niveau régional. On retrouve à gauche les mêmes équivalents au niveau national. Camille, donne-nous les recettes. Moi, j'aimerais un peu prendre la parole. J'ai pas entendu les recettes. Dylan Champeau, vous finissez sur tout à l'heure et après Paul-Henri Colomba. Ce ne sont pas des charges salariales, c'est une part du salaire qui n'est pas perçue. Ce ne sont pas des charges, c'est une part du salaire. Donc, monsieur Orsuch, quand vous allez augmenter la CSG sur les retraités, déjà, vous irez leur expliquer comment... Ce qui va permettre d'avoir 100 euros de plus pour des gens qui sont déjà... Oui, d'accord, mais alors, justement, comme vous baissez les charges salariales, vous irez aussi expliquer le jour où ils sont licenciés, comment on va financer le chômage, les maladies, la retraite, alors qu'on baisse les charges salariales. Comment c'est possible? Donc moi, j'aimerais que dans ça, on parle un petit peu aussi de la vie des gens, parce que là, on parle beaucoup de chiffres, mais on ne parle pas du concret, qui est la vie des gens. Aujourd'hui, les gens, ils pâtissent en France. Et en Corse notamment, avec 25 000 chômeurs, il faut augmenter les salaires, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de relancer l'activité économique par la consommation et pas par l'offre. Il faut... Comment en investissant 100 milliards dans l'économie de la mer, qui est pour sortir du nucléaire. Ils viennent d'où ces 100 milliards? Ils viennent de chaque mois, la Banque Centrale Européenne met 80 milliards aux banques privées pour que les ménages puissent consommer. Ça, ces 80 milliards, on ne les voit jamais dans l'économie réelle. Compliqué à la convaincre, quand même. Donc, papier devant Merkel. Sinon, c'est toujours, il faut payer en bas. C'est édifiant ce que j'entends, parce que voilà, c'est une bataille de chiffres, comme si c'était... l'opposition, ils étaient vraiment opposés. En fait, si on prend les deux programmes, et c'est le risque qu'il y ait une majorité de députés à l'Assemblée nationale, républicains, qui rentrent. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ce sera la surenchère. Ça va être la casse ça va être la loi El Khomri avec la casse du droit du travail. Ça va être l'ubérisation généralisée de la société. En fait, et je le refais remarquer, mais dans leur discours, là où on essaie de trouver de l'argent, des moyens, etc., on ne va jamais chercher, on ne parle jamais d'aller chercher les 80 milliards tous les ans. Les 80 milliards tous les ans qui partent par l'évasion fiscale, non, mais je crois avoir cela on le voit. Oui, j'ai entendu Emmanuel Macron, il a dit une phrase, une seule phrase. C'est ce qui vient dans la continuité. Il faudra renforcer les contrôles. Je ne mange pas de pain. C'est pas vrai. Il faut remettre la balle au centre. Il faut remettre la balle au centre. C'est le libéralisme, le problème de tous nos maux. Paul-Henri Colomba, toujours en bas. Monsieur Laris, merci. Moi, j'aimerais qu'on revienne on ne vous a pas attendu. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir qu'on revienne un petit peu aux problèmes qui concernent notre circonscription aussi. On va revenir dans la deuxième partie. Là, on finit la politique nationale. Donc, si vous voulez, c'est vrai quand on voit ça de l'œil de la Corse, si vous voulez, on s'aperçoit que depuis plusieurs années, le paysage politique a été complètement bouleversé. Et donc, vous avez
À côté, là, deux candidats qu'on pourrait appeler de l'extrême gauche, si vous voulez. Vous avez de la gauche, de la gauche, la vraie. Oui, si vous voulez. Mais si vous voulez, on se retrouve avec une droite aussi complètement désorientée après ce qui s'est passé ces dernières semaines. Quel regard vous portez sur le programme qui est proposé par Emmanuel Macron, qui doit être mis en œuvre par ce gouvernement dont le Premier ministre est issu des Républicains? C'est quoi? C'est un programme de droite, un programme de gauche, un programme libéral? de droite. C'est plutôt un programme de droite. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'entends parler. Pourquoi il est différent de celui de Gilles Siméon? J'ai été. On va y revenir. C'est là où il faut. On va y revenir. Non, mais on va y revenir. On va y revenir. On va y revenir. Non, mais on a revenir sur le programme Gilles Siméon. Il y a des mesures sociales qui ont déjà été prises en 18 mois qui n'ont. Voilà. Il y en aura aussi dans le moi, ce qui m'inquiète. Non, mais un point qui m'inquiète, c'est à peine élu, normalement, c'est le moment où on a le plus de légitimité. Pourquoi on a besoin d'avoir à faire des ordonnances pour pouvoir passer des lois importantes? Voilà. Ça concerne la réforme du code du travail. Tous les experts s'accordent à dire qu'il n'y a pas d'urgence. Pour une fois qu'on a un candidat qui respecte les engagements qu'il prend, vous allez quand même... Sans l'avis du peuple, quand même. Je crois que c'est bien, quand même. Mais avec une majorité absolue, ça aurait été pareil. Des députés. Non, mais aujourd'hui, il y a un timing qui a été annoncé par le président de la République avant l'élection. Je crois qu'aujourd'hui, il tient ses engagements et je crois qu'on doit s'en féliciter. Après, on peut être contre ce qui va être inscrit dans les ordonnances ou pour, mais je crois qu'au moins lui reconnaître le fait de tenir ses engagements. C'est important aujourd'hui en politique. Contre les ordonnances en général, c'est un déni de démocratie totale. Messieurs, s'il vous plaît, de légitimité. On va laisser la parole un petit peu à Paul-André Colombani qui est en retard. Comment vous percevez, vous, cette annonce qui est faite de vouloir aller vite, de vouloir gouverner par ordonnance? C'est ce que je vous dis, c'est très gênant pour la démocratie. Je suis d'accord avec le jeune homme qui est à côté de moi. Si vous voulez, une ordonnance, au moment où on est élu, en théorie, c'est le moment où on a le plus de légitimité. Je veux dire, moi j'ai peur que dans quelques semaines, si vous voulez, il n'a pas été élu avec 70% des voix dans une élection classique, si vous voulez. Il n'a pas emporté l'adhésion il s'est retrouvé parce qu'il a eu autant de pourcentage. C'est un président bien élu. Oui, c'est un président. Oui, mais parce que face à un candidat du Front National, donc c'est pas une élection, c'est pas une élection naturelle. Non, mais c'est pas une élection, c'est pas un plébiscite. Il n'a pas eu un plébiscite. Voilà. Sur le constat qu'aujourd'hui, il a même l'impérieuse nécessité. C'est pas un plébiscite. Et donc les ordonnances derrière une élection. Vous allez tous pouvoir me faire la morale sur le pourcentage d'Emmanuel Macron. Je ne fais pas de morale. Non. Il est arrivé en tête. Un Français sur quatre a voté pour lui. Moi, je suis partage le constat qui consiste à dire. On va laisser Paul-André Colombani, voilà, avancer un petit peu quand même. Avec la après, on change de thème. Voilà, moi je suis à peu près certain qu'il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui comment va être colorée la prochaine Assemblée nationale. Il n'y a personne qui peut s'engager. Je ne sais pas comment on peut envisager 300 députés pour l'Inde. C'est tellement le paysage politique est tellement bouleversé que, si vous voulez, je veux dire, à droite, vous avez vu comment se partage la droite aujourd'hui. À peine élu, le président Macron a su attirer vers lui un Premier ministre de droite, et pas qui était très proche de l'UJP, deux autres ministres. Ce gouvernement, avec des représentants des Républicains, des représentants du PS, on est des carnes et des pêches, ou c'est quelque chose de curieux? C'est quelque chose d'extrêmement curieux. Et les électeurs, je pense qu'ils vont... Les électeurs vont pas avoir de candidats de droite et de gauche dans sa majorité. Les électeurs ne s'y reconnaissent pas là-dedans. Les nationalistes qui voteront pour toi. Il faut de la clarté. Voilà, il faut un peu plus de clarté, si vous voulez. Il y a un point d'accord, c'est bien. Oui, il y a un point d'accord. J'attends la suite du débat. On va l'aborder. On va aborder un autre thème, en tout cas. C'est celui qui va faire l'objet dans le futur Parlement d'une loi préparée par le ministre de la Justice, François Bayrou. Ça concerne la moralisation ou la transparence de la vie politique. Alors, c'est un autre marqueur de gouvernement. Personne n'y est opposé, j'imagine, sur ce plateau. Mais jusqu'où doit aller cette transparence? Camille de Rocazère. Alors, je voudrais rebondir d'abord sur la question des ordonnances. Moi, ce n'est pas le principe des ordonnances. On peut toujours utiliser les ordonnances. Mais ça dépend pourquoi et sur quel texte. Mais ce qui m'inquiète, ce n'est pas le matériau pour porter une loi, puisqu'il y aura une loi d'habilitation. C'est le contenu. C'est qu'aujourd'hui, personne ne connaît le contenu. La transparence aurait voulu que pendant la campagne présidentielle, puisque c'est un marqueur, puisque c'est le premier texte, un des deux premiers textes, puisque l'autre c'est sur la transparence de la vie politique. Ce marqueur, ça aurait été de dire, voilà quel est le cadre. Après, le débat s'engage. On le connaît. Là, on ne connaît rien. On sait simplement qu'on va réformer le Code du travail pour donner plus de flexi-sécurité. Exactement. Mais on sait... Qui ne sera pas sur les positions que tu as défendues pendant toutes les élections. Ce sont des mots.
On parle d'annualisation du temps de travail. Tiens, ça m'intéresse. J'ai le CDI saisonnier. J'ai une proposition de loi qui est prête. On va en parler. Bon, qui est prête. Oui. Ensuite, État-providence. pour revenir... Non, c'est pas l'État-providence. Oui, c'est l'État-providence. C'est l'État qui, au lieu de faire Continuez, après on passe à la des transparence, des parce que le temps emplois, tourne. Non, mais c'est bien pour un... des emplois pour des jeunes qui se retrouvent au chômage après, je suis des content. emplois aidés, c'est autre chose que les emplois Et on y aidés viendra, j'espère qu'on que y tu as reviendra, soutenu ça. avec François Laissez-le Hollande finir. et qui amène dans le mur ensuite d'une jeunesse. Et j'en suis fier, parce que j'aimerais savoir combien ont été embauchés dans les collectivités que tu as dirigées d'emplois jeunes, Camille. Tout ce qui a été fait par François, si tu as eu le courage de ne pas en embaucher. tout ce qui a été par François Hollande est tellement bien que Macron va faire l'inverse de ce qu'avait fait François Hollande. Bon. Passons Sur la transparence. Sur la transparence. Oui. Il y a un principe fondamental pour moi qui doit être respecté, quels que soient les textes qui vont, je dirais, concerner le Parlement et l'ensemble des élus. C'est la séparation des pouvoirs. À partir du moment où on respectera les principes fondamentaux de séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, moi, la probité en politique, c'est pas quelque chose qui me fait peur, au contraire. L'éthique en politique, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur, ni à moi-même, ni à celui qui m'a précédé. Donc je serai totalement favorable à tout ce qui va pouvoir apporter de la transparence. Vous voterez le texte. J'attends de savoir quel est le texte. Quand même, on ne vote pas les yeux fermés. On a parlé ouvert les yeux depuis longtemps. On a parlé également de restrictions, enfin de nouvelles façons d'utiliser la réserve parlementaire. Tout ça, ça vous dérange pas? Zéro problème. Jean-Charles Orson, on peut même la supprimer. Et d'ailleurs, la réserve parlementaire, son utilisation, lorsque je donne de la réserve parlementaire à Bonifacio en 2009. En 2009, ah d'accord. Mais tu ne m'as pas demandé depuis. Si, bien sûr, j'ai fait des demandes. Lorsque j'en donne à Olmé en 2016, lorsque j'en donne à Vidjalil, je n'ai pas cherché à donner. Et j'en ai donné. Ah, tu peux regarder dans le détail. Ne sont pas de mais cette tu regarderas dans ta propre famille politique où est allé sur cette question, pardon, sur cette question de la moralisation de la vie politique, on est en pleine polémique autour de Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires, autour de Marielle de Sarnez, qui est visée par une enquête préliminaire pour des emplois fictifs présumés au Parlement européen. Ça démarre un peu mal quand même. Écoutez, moi je crois que, vous savez, il n'y aura pas, j'espère, autour de cette table, personne à dire qu'il y a tel ou tel parti ou tel candidat qui est forcément beaucoup plus vertueux. Oui, je crois qu'en réalité, il y a chez les Républicains, chez les Insoumis, au Parti communiste, des gens d'une grande qualité, comme il y en aura dans la République en marche. Sur ce sujet précis, celui de Ferrand. Si Ferrand est demain mis en examen par la justice, en espérant qu'elle fonctionne normalement, et je crois qu'elle fonctionne normalement, nous ne demandons pas de suspension de l'action judiciaire, y compris juste avant une élection. Si demain il est mis en examen, je crois que dans l'intérêt de notre pays, Richard Ferrand prendra la décision de démissionner du gouvernement pour assurer sa défense, parce qu'effectivement, il faut que les élus soient, je dirais, irréprochables. Et ce qui sera vrai pour les autres doit être appliqué, y compris, je ne vais pas vous surprendre, je ne vous dis pas qu'il faut une exception de la République en marche. Au contraire, nous devrons nous-mêmes être exemplaires sur le sujet. On a beaucoup reproché à François Fillon et aux Républicains, au moment où François Fillon faisait l'objet d'une enquête, et avant même qu'il ne soit mis en examen, ces attaques répétées contre les journalistes, contre les médias, contre les magistrats. Voilà, ce matin, Sylvie, le ministre Ferrand met directement en cause, par exemple, Le Monde. J'ai défendu ardemment Emmanuel Macron pendant l'élection présidentielle. Je vous mets au défi de retrouver des attaques contre François Fillon sur ce sujet. Moi, ce ne sont pas ces angles-là qui m'intéressent dans le cadre d'une campagne électorale. C'est important quand on prône la moralisation de la vie publique. Je dis que la police et la justice doivent faire leur travail, y compris avant une élection présidentielle. Il n'est pas normal que nous échappions, nous, ici, à ce travail-là. Donc aujourd'hui, je le répète, il faut que la police et la justice fassent leur travail. Si Richard Ferrand venait à être mis en examen, non pas pour des questions de morale, parce que vous voyez bien, et vos confrères le disaient encore ce matin, je les écoutais, il y a un problème parce qu'a priori, il n'y a rien de pénalement répréhensible aujourd'hui sur ce qu'a fait. Et la morale mais je pense aujourd'hui que le chef de l'État prendra les décisions qui s'imposent et il saura convaincre, parce que je connais la proximité entre Richard Ferrand. C'est pas les électeurs qui doivent juger. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Aujourd'hui, si demain il y a moi je suis de ceux qui pensent que dans la moralisation de la vie publique, si un élu a été condamné dans le cadre de l'exercice de son mandat, il ne doit plus pouvoir se représenter. Dylan Champeau, par rapport à cette moralisation de la vie publique, alors vous êtes on faites pas de demi-mesure. Révocation des élus. Révocation des élus, bien sûr. Mais comment on révoque On révoque, on fait appel. Déjà, ça dépend du territoire concerné, puisque ça peut aller de l'élu local, le maire, au président de la République. Donc, à partir du moment où un certain pourcentage d'électeurs signent une pétition, souhaitent un référendum révocatoire, le référendum révocatoire est appelé. Donc, à ce moment-là, tous les électeurs sont appelés aux urnes. Ça veut dire, excusez-moi, que c'est le peuple qui juge à ce moment-là. Ah, bien sûr que c'est le peuple qui juge. Alors, si Richard Ferrand est réélu, le peuple a jugé. Il n'est pas élu, un ministre.
Non, mais les candidats. Non, mais il est candidat Ah, mais les législatif. candidats, d'accord. Ben si, bien sûr. Alors, il sera devant le peuple. Et si Donc, le peuple souhaite le révoquer... il sera blanchi. Eh ben, non, il ne sera pas blanc. Ben là, puisqu'il va être sans doute condamné, eh bien... Non, il se présente au suffrage des électeurs... J'espère qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Bien sûr, c'est normal à tout le monde. J'espère. Mais si jamais il venait, qu'il serait mis en examen ou quoi que ce soit, ce serait normal qu'il n'ait plus à se présenter à une élection, quelle qu'elle soit. Nous, on pense que à partir du moment où un élu ne fait pas ce pourquoi il a été élu, ou s'il faute, eh ben, un référendum révocatoire doit être convoqué et le peuple jugera si l'homme politique ou la femme politique est apte à continuer la vie politique, c'est tout. Paul-André Colomban sur la moralisation des Moi, je dirais qu'il suffit simplement de s'inspirer de ce qui se fait. C'est assez simple d'aller au bout des choses. Hein. On peut s'inspirer assez facilement de ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. Je veux dire, le regard de tous les journalistes étrangers sur cette élection présidentielle a été catastrophique pour la France. Un candidat comme Fillon a provoqué la risée de l'Europe entière, si vous voulez, comment dire, sans préjuger d'une éventuelle culpabilité. Hein. Mais il a été mis en examen et dans n'importe quel autre pays, on ne pouvait pas accepter ça, si vous voulez. Donc on doit aller plus loin. Je veux dire, c'est pas normal qu'un élu aujourd'hui, pour être pompier, il faut présenter un extrait de casier judiciaire. C'est pas normal aujourd'hui qu'un élu, quelqu'un qui se présente à une élection, ne doive pas présenter un casier d'extrait judiciaire. C'est pas normal, comment dire, qu'on soit obligé d'être, je bute un petit peu, excusez-moi, qu'il n'y ait pas une limitation du nombre de mandats dans le temps, dans la durée. Ce n'est pas normal, ça, aujourd'hui. Et ce n'est pas normal qu'on puisse renouveler la classe politique. Justement, dans ce projet de transparence, il y a un autre aspect, c'est aussi la réduction dans le temps des mandats et la diminution du nombre de parlementaires. Alors, Camille de Rocasière, Nicolas Alaris, est-ce que vous êtes d'accord avec la diminution du nombre de parlementaires? Ça implique que la Corse en aura moins. Pas du tout. Alors, il y a des chances quand même. Non. Je ne suis pas d'accord. Je réponds à votre question. Bien sûr, la Corse en aura moins, mais pas que la Corse. D'ailleurs, ça fait partie d'une des mesures antidémocratiques d'Emmanuel Macron. Et je peux expliciter 2 secondes, si vous permettez. Pourquoi? Qu'est-ce que veut faire Emmanuel Macron? Et c'est en cela qu'il est dangereux. Sa politique, en tout cas, est dangereuse pour l'avenir, pour la démocratie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Déjà, il veut supprimer environ 200 députés. Un tiers. Sous le vocable populiste, il y a trop d'élus, les économies, etc. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut réduire le travail des députés, qui est de 9 mois, il a été de 6 mois, il est revenu à 9 mois, à 3 mois. Ensuite, c'est pas une réalité. Et ce qui est le plus important... Non, mais je termine et j'en ai pas pour longtemps. Ce qui est le plus important, c'est que en commission des finances, par exemple, si on met un amendement, s'il est rejeté par la commission des finances, il ne passe pas en assemblée. C'est-à-dire que c'est la commission des finances, avant de passer à l'assemblée pour voter les lois, qui décide. Non. Si. Article 80, je suis membre de la commission des finances. J'ai beaucoup d'amendements que je n'ai même pas présentés en commission des finances, parce que je savais qu'ils seraient rejetés concernant la Corse, et je les ai présentés à l'article 88, c'est-à-dire en séance. Mais Emmanuel Macron veut faire ça. C'est-à-dire... Il ne peut pas réformer le règlement de l'Assemblée. C'est à l'Assemblée de réformer son règlement. Oui, mais il va le faire par ce biais-là. Il va agir après par ordonnance. C'est pour ça que je disais que c'est une manière. C'est la verticalité du pouvoir. Nicolas, son objectif, c'est d'accroître le contrôle du gouvernement. Dans ce que j'ai pu lire et comprendre, c'est ça son objectif. Après, mais c'est les députés qui font les lois. Oui, mais ils ont aussi comme rôle de contrôler l'action du gouvernement. Il faut diminuer le nombre de parlementaires? Oui, je ne suis pas contre. D'ailleurs, c'était la proposition de Fillon. On les a augmentés. On a augmenté le nombre de parlementaires, députés, sénateurs. Moi, ça ne me pose aucun problème à partir du moment où on donnera beaucoup plus de moyens, justement, pour exercer le contrôle, beaucoup moins de moyens pour fonctionner. Mais tout le monde l'a proposé, plus ou moins. Mais je veux revenir sur les affaires judiciaires. Moi, ce qui m'impressionne dans cette affaire, et je ne vais pas porter de jugement ni sur M. Ferrand ni sur qui que ce soit, j'ai toujours attendu que la justice fasse son œuvre. Ce qui m'impressionne dans cette affaire, que le gouvernement aurait fait tout le contrôle avant que des ministres soient nommés. On a eu un retardement de 48 heures ou de plus pour qu'on observe à la loupe. On avait même dit jamais on n'a fait ça. Or, il y a encore, a priori, entre guillemets, des scories. Moi, ce qui m'inquiète dans les affaires judiciaires,
c'est pas que la justice aille jusqu'à son terme, au contraire, elle doit faire son œuvre. C'est souvent le calendrier. D'abord, c'est parfois trop long, entre le moment où vous avez une mise en examen ou où vous ouvrez une procédure. Et pourquoi des procédures sont-elles ouvertes juste avant une élection alors que les faits remontent à des mois antérieurement? Le dernier point. Parce qu'ils sont peut-être découverts un peu avant. Ils sont découverts longtemps avant. Simplement, le déclenchement se fait au moment le plus opportun sur un plan politique. C'est ça que je peux dénoncer. Le dernier point. Ça veut dire quoi, Camille, concrètement? Je peux dénoncer que de tout temps, il peut y avoir, à un moment donné, des affaires qui pourraient pu être déclenchées bien en amont d'une élection et qui sont déclenchées dans un calendrier... Donc, affaire Fillon, affaire Ferrand, c'est ce que vous dites. Dans notre démocratie... Il y a autre chose. Le dernier exemple, le plus révélateur. Souvenez-vous de ce qu'a dû vivre Éric Woerth. Ah, et d'autres, hein, Dominique Strauss-Kahn... Souvenez-vous de ce qu'a vécu Éric Woerth. 3 affaires. Gérard Longuet Il aussi. devait être condamné. Bien sûr. 3 non-lieux. Ça veut dire qu'on a failli détruire un homme, sa famille, au bénéfice de quoi? De qui? La question, elle est là. Moi, je veux que la justice aille à son terme, qu'elle aille de façon plus rapide, et qu'en même temps, ça ne soit pas d'opportunité par rapport à des positions politiques. On avance par de Colomban sur la réduction du nombre de parlementaires. La réduction du nombre de parlementaires, moi, ça ne me dérangerait pas. Évidemment que la Corse serait touchée. Par contre, si vous voulez, il faut donner les moyens aux parlementaires de mieux travailler et d'avoir plus de... Voilà, et d'avoir plus de moyens à leur disposition pour pouvoir travailler sur le terrain. Plus de moyens, pas de plus de... Sur cet aspect? Écoutez, moi je pense que c'est pas spécialement la priorité. Pourquoi Non, mais pas ça va être dans la loi. Bien sûr, mais nous on est pour une 6e République, donc on est pour la Avec combien de députés dans la loi? Eh bien, ce sera justement à l'Assemblée constituante de le décider. Puisque justement, dans l'Assemblée constituante, il y aura des gens qui auront été élus pour l'Assemblée constituante, mais qui n'auront jamais été élus auparavant, et il y aura des citoyens qui auront été tirés au sort pour travailler dans l'Assemblée constituante. Et c'est dans la 6e République, on verra le nombre de parlementaires, on verra la révocation des élus, on verra le non-cumul des mandats, dans le temps et en même temps. Par exemple, on ne peut pas être maire et député en même temps. Bon, ça, je crois que c'est déjà le cas. Voilà, c'est des sujets qu'on traitera dans la 6e République. Il y a juste un point, si vous permettez. Très vite, parce qu'on va passer à la deuxième partie pour aborder plus spécifiquement la Corse. Il y a juste un point sur la... Je sais que vous êtes d'accord. C'est sur le nombre de mandats. Non, mais sur le nombre de mandats dans la durée. Beaucoup de temps pour parler de la Corse. Pour répondre à Dylan, le nombre de mandats dans la durée, ça veut dire qu'on enlève au peuple le choix. C'est la loi qui fixera. La deuxième chose par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, interdire à vie un parlementaire, un élu, interdire à vie un élu, ça veut dire qu'on crée 2 catégories de citoyens. Puisque le citoyen X, Y, Z, lambda, qui est celui qui peut être, comme Dylan aujourd'hui à 18 ans, candidat à une élection, il a les mêmes droits qu'il soit candidat ou qu'il soit citoyen, puisque c'est tout citoyen qui peut être candidat à une élection. Or, lorsque vous avez fini une peine, vous avez purgé une peine, vous retrouvez vos droits. Vous retrouvez vos droits. Donc, les droits du citoyen, vous les retrouvez. On ne peut pas supprimer un droit qui est celui d'être, puisqu'il peut être électeur, d'être élu, d'être éligible. C'est ça la vraie question. Je peux me permettre Très vite, allez, on parle de la deuxième partie. J'aimerais simplement dire aussi que la politique, c'est pas censé être un métier, c'est un engagement citoyen. Et en revenant sur les métiers, justement, il y a des métiers où on ne peut pas exercer si on a un casier judiciaire qui n'est pas vierge. Ah mais ça, je suis d'accord. Voilà. Entièrement d'accord. Pourquoi un élu qui n'a pas un casier judiciaire vierge pourrait exercer? Mais lorsque vous avez purgé votre peine, vous retrouvez vos droits de citoyen. Jean-Charles Ansouchi, sur le nombre de députés. Je voulais vous dire que si, évidemment, je semble être favorable à la diminution du nombre de députés, je veux dire que j'ai adhéré à La République En Marche, notamment au nom d'un grand principe qui a déjà été évoqué là, c'est celui de la décentralisation, de la déconcentration, et qui fait de moi que je ne suis pas aussi dans un mouvement parce qu'il n'est pas caporaliste. Si demain, la réduction du nombre de députés n'assure pas une représentativité des territoires ruraux, n'assure pas une représentativité des différentes couches sociales, etc., je ne suis pas favorable. Je serai regardant sur un texte qui nous sera proposé et sur lequel je pourrai avoir un avis critique et peut-être des fois avoir un avis différent. Corse, il faut garder le même nombre de députés. Non, ce que vous je dis simplement qu'aujourd'hui, je veux être sûr que la Corse ne soit pas traitée, je dirais, différemment de la Lozère. Il y en a eu 3 par le passé. Voilà, il y en a eu 3, il faut peut-être en avoir 2 ou peut-être 5 parce que peut-être qu'on pourrait le revendiquer. Mais c'est vrai que démographiquement, a priori, on irait plutôt vers une diminution. À mon avis, ce sera une réforme qui sera très difficile à porter quand même. Et moi, je pense qu'au moins, si on peut revenir à
notre circonscription, si on va y en parler maintenant. Vous avez l'occasion de le faire, vous avez la parole, donc on peut évoquer enfin la seconde circonscription. Alors, sur un thème quand même qui préoccupe les gens, attendez, et qui les inquiète à la fois, c'est l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables. C'est une annonce qui a été faite durant la présidentielle par Emmanuel Macron. Alors c'est une très bonne nouvelle pour les contribuables, c'est une moins bonne nouvelle pour les collectivités locales. Est-ce que c'est une mesure que vous voteriez, Dylan Chompon? Écoute, mais il faut savoir déjà quelle est la contrepartie, parce que ça coûte 10 milliards et où est-ce qu'on l'État compensera, dit-il. Oui, mais moi je voudrais d'abord savoir comment avant de voter quoi que ce soit, parce que l'État compensera, si c'est pour compenser sur encore une augmentation de la CSG ou autre, c'est même pas la peine, puisque c'est encore les plus faibles qui vont pâtir de ces mesures. Moi je veux savoir comment on va pallier ces 10 milliards qui apparemment l'État devrait trouver. Paul-André Colombin. Je pense que les élus locaux, pour le moment, sont plus que circonspects. On attend de voir la suite. Comment voulez-vous vous prononcer aujourd'hui? Mais le contribuable, c'est une bonne mesure pour le contribuable. Pour le contribuable, c'est une bonne mesure. Mais bon, ça se paye toujours au bout du compte. Hein. C'est-à-dire que je suis pas le contribuable qui est là à côté, je pense qu'il va être content. L'élu local, je suis pas sûr qu'il trouve son compte. Il va vous expliquera pourquoi. Expliquez-le. Eh bien, écoutez, évidemment, je suis largement favorable à cette suppression. J'étais présent à Paris au Congrès des maires lorsque Emmanuel Macron est venu présenter sa proposition. D'ailleurs, il a au départ été sifflé par les maires de droite et de gauche, socialistes et républicains, et il a dit « Moi, je ne suis pas là ici pour vous faire plaisir ». Par contre, je vais vous expliquer ce que je veux dire par la taxe d'habitation. Deux choses. Premièrement, effectivement, 80% des personnes ne paieront plus cette taxe d'habitation et c'est très important pour les foyers les plus faibles parce que ça représente quand même en moyenne en France 600 € par an et ce n'est pas négligeable. Le deuxième engagement sur cette suppression de cette taxe d'habitation, c'est qu'on va maintenir en place la dynamique des bases. Ça veut dire que si votre population augmente, votre dotation au profit de la commune augmentera aussi. L'État s'est engagé à rembourser à l'euro près ce qui aujourd'hui aurait dû être payé par le contribuable. Ça, c'est ce qu'il dit toujours. Non, mais alors là, je poursuis à l'euro près. Ensuite, de savoir, j'insiste, et j'aurais dû commencer par ça, excusez-moi, pour rassurer notamment deux de nos participants, j'ai entendu à cette réunion de l'AMF un maire communiste prendre la parole en disant « Monsieur Macron, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que vous dites et ce que vous faites, mais il est vrai, la taxe d'habitation est un des impôts les plus injustes avec la TVA que nous ayons en France. » Il y a un communiste, il n'est pas maire, mais il n'est pas d'accord avec vous. Exactement. Ensuite, donc, à partir de là, les maires auront loisir d'augmenter, mais ce sera là ensuite aux maires d'assumer cette augmentation future pour pas qu'il y ait d'effet d'aubaine. Mais je le répète, et quant au financement, juste pour finir sur ce point, au financement, c'est bien sûr dans une enveloppe globale. Vous le savez très bien qu'un budget aujourd'hui s'équilibre en recettes et en dépenses, et cette mesure, elle a été pensée dans le cadre du projet d'Emmanuel Macron candidat. Qui respectera bien sûr ses engagements sur le sujet. Nicolas, et je crois qu'on doit plutôt se féliciter de cette bonne nouvelle qui est annoncée. Quand il prend une mesure sociale, je crois qu'il faut plutôt s'en féliciter que de chercher à la critiquer. La suite ou lui faire un procès d'intention. On va en parler, la mesure sociale. Oui, mais justement, je vais en parler de la mesure sociale. Allez-y, c'est bien. C'est l'archétype même de l'argument de campagne. Celui qui pousse sur les terres fertiles de nos différentes élections présidentielles. Pourquoi? Mais c'est vrai que c'est un impôt injuste. Mais au prétexte des inégalités, de l'inégalité, on rajoute de l'injustice à l'injustice. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous prenez, je prends un exemple, une ville de 100 000 habitants qui va payer, où on va supprimer la taxe d'habitation. En fonction de la sociologie de la population, ce sera une ville, on va dire que 80% des gens ne la payeront pas. A priori. Très bien. Oui. Mais le problème, il est où? Et les collectivités, comment elles font? En plus, cet impôt, il est injuste. Il est payé par l'État intégralement. Il est injuste. Pourquoi? Il est injuste, pourquoi? Parce que dans la révision des bases que vous dites, elle est reprise en compte. Il est prévu la prise en compte de la dynamique des bases. Oui, non, mais ça va creuser les inégalités entre les villes. Parce qu'il y a des villes qui sont beaucoup plus riches que d'autres. Mais c'est déjà le cas actuellement. Je ne vois pas le lien entre la suppression actuelle ça va creuser et l'inégalité entre les communes. Ça va creuser encore. Je vais même vous dire mieux. Je n'ai pas compris comment mécaniquement. Je vous réponds. C'est 243 millions sur une mandature de l'exemple que je vous ai cité, qui partent. Ça peut servir à faire des écoles. Mais je n'ai pas compris. Elle va être payée, la taxe d'habitation, au profit des communes. À N-1. Après,
On le voit à chaque fois. C'est l'avatar de la taxe J'ai pas professionnelle. compris, excusez-moi, j'ai pas compris. Non, du tout vous la allez comprendre. Si démonstration. vous m'écoutez pas et si vous m'interrompez, vous n'allez pas comprendre. Mais vous avez compris. Ah, pas du tout. Pour faire simple, Sincèrement, pas du tout. Pour faire simple, Je vous ça reconnais creuse des les fois. inégalités dans les villes. Je suis obligé de vous dire, ça les creuse encore, puisqu'il y a des villes riches et des villes pauvres. Vous, évidemment, vous avez des marges de manœuvre. Tout le monde, n'est pas maire de la ville la plus touristique de Corse. La ville sur laquelle on a beaucoup travaillé, y compris en termes de social, et je pourrais vous en faire la démonstration mais en sans attendant, souci. il y a d'autres villes qui n'ont pas les mêmes... Bon, c'est un mauvais exemple, l'inflation n'a pas augmenté depuis 1981. Ce n'est pas une entreprise, une collectivité. Écoutez, fait d'aubaine peut-être, Jean Vitus. Non, justement, si je peux dire un mot là-dessus. Vous voteriez cette mesure, Camille de Rocazert? Non. Non. Et le président de l'Association des maires de France, qui lui préside l'association et connaît les maires de France, est totalement opposé. Allez, François Barouin. Pourtant, il risque de C'est pas parce qu'il est François Barouin, il est président de l'Association des maires de France, qui est totalement collégial, Oh, il est juste président des Républicains. totalement collégial, et qui, pourquoi? J'étais maire, je ne suis plus, mais je sais ce qui se passe lorsque l'État transforme de la fiscalité en dotation. D'abord, ça veut dire que Emmanuel Macron, dans cette affaire, démontre qu'il n'est pas plus girondin que d'autres, puisqu'il recentralise avec une dotation par rapport à la fiscalité qui apporte de la matière et de la responsabilité aux maires. Alors aujourd'hui, il fait croire qu'il va exonérer 80%. C'est faux. Il y a déjà 40 à 50% dans beaucoup de villes qui font l'objet d'exonération ou d'abattement. Donc on a une tranche de 30 à 40% qui seront nouvellement exonérés. Alors qu'est-ce qu'il y aura comme compensation? C'est classique. Tous les gouvernements l'ont fait, de droite comme de gauche. Et tous les élus l'ont payé cher. C'est l'année N-1 qui est l'année de référence. C'est l'année de base. Et donc on fige à l'année N-1. Et lorsque vous allez avoir 1,5 d'inflation par an, c'est le minimum en ce moment, au bout de 3 ans, ça fait 4,5 points. Eh bien vous aurez un différentiel de recettes qui sera de 4,5 points. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comme le maire n'est pas fou, il ne va pas forcément augmenter les 20% qui restent. Parce que la démarche de manœuvre, c'est en général ceux qui payent déjà le plus. Je n'ai pas compris la démonstration, il a déjà le même problème aujourd'hui dans votre démonstration. Ensuite, il va faire quoi, le maire? Pour récupérer cette base qu'il a perdue, cette matière fiscale, il va augmenter l'autre taxe, le foncier bâti. Parce que là, il va avoir de la marge de manœuvre. Et c'est le foncier bâti qui va monter. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'Emmanuel Macron, il est cohérent. Parce que lorsque vous regardez tout son discours sur le patrimoine, d'ailleurs, il voulait, à un moment donné, il y avait un idéologue, heureusement qu'il n'a pas suivi ça parce que c'était une folie, que lorsque vous avez acheté un appartement ou une maison, fini de payer votre crédit, vous deviez payer vous-même un loyer pour l'occuper. J'espère que vous n'allez pas aller sur ce terrain-là, Camille. C'est une contre-vérité absolue. Ah ben non, ça a été c'est une contre-vérité absolue. Si on commence à partir sur les fake news, c'est embêtant quand même. C'est la plus mauvaise bonne idée qu'on puisse trouver. Les gens de la circonscription. Je sais pas combien il reste de temps dans le débat, mais moi, très peu de temps. Mais ça en fait partie. Taxe d'habitation, on est payé. Beaucoup la paye. Tout le monde la paye. Ça en fait partie. Et dans certains endroits du territoire, elle est élevée. Ça en fait partie, c'est vrai. Ça en fait partie, mais si vous voulez, comment dire, il doit rester une quinzaine de minutes de débat. Alors quelles devraient être les 3 minutes chacun. On n'a pas parlé de l'absence du Front National dans la circonscription. On n'a pas parlé du bilan du député sortant. On n'a pas parlé de la précarité. On ne va pas pouvoir parler de tout, mais effectivement, sur l'absence du Front National, surtout, si je peux me permettre, on n'a pas parlé des gens et de la vie des gens. Et de la vie des gens, des préoccupations. On parle aussi du rôle du député. On parle aussi de leur vie. Oui, mais d'accord. Mais allez-y, pardon. Moi, déjà, cette élection législative, si vous voulez, en allant à la rencontre des gens, là, la première chose qui nous a heurté, c'est ce déni de démocratie qu'on rencontre quand on se promène aux Salines. C'est-à-dire que des gens qui se trouvent absolument démotivés qui ne trouvent pas leur compte dans ce découpage électoral, si vous voulez. Donc, nous, dans notre programme, c'est une des premières propositions qu'on veut faire, si vous voulez. C'est absolument, il va falloir réajuster ce découpage. C'est plus possible de fonctionner comme ça. On sait dans quelles conditions il a été fait. Donc, il va falloir maintenant, pour nous, que les Ajacciens puissent voter avec Ajaccio et plus se sentir complètement dépossédés de cette élection-là. Quand on les rencontre, ils parlent de députés de Porto Vecchio qu'ils n'ont pas vu depuis plusieurs années dans la circonscription. Donc, si vous voulez, c'est un véritable déni de démocratie. Et nous, une des premières priorités, c'est de pouvoir corriger ce déni de démocratie. Ensuite, si vous voulez, la préoccupation majeure, si vous voulez, de notre majorité à l'Assemblée de Corse, elle est pour moi, si vous voulez, nous avons mené un projet
qui est innovant, qu'aucune autre région de France n'a mené jusqu'à présent. Nous avons décidé d'institutionnaliser la lutte contre la précarité. Et donc, si vous voulez, ça, si nous sommes élus, c'est une des mesures que nous comptons porter à Paris, à l'Assemblée nationale. Il faudra convaincre d'autres députés de s'agréger à cette proposition. Bien sûr, mais et donc si la généraliser. Nous sommes appuyés pour mettre en place cette précarité, ce plan de lutte contre la précarité à l'Assemblée de Corse. Nous ne l'avons pas fait tout seul. Nous sommes appuyés sur des associations comme Médecins du Monde, comme François Pernin, vous les connaissez. Donc je pense que quand on parle de Médecins du Monde ou de lutte contre la précarité, je pense qu'il y aura dans l'Assemblée nationale des gens qui vont nous rejoindre pour porter, et nous allons être force de proposition. Sylvain Champeau, sur les priorités pour la circonscription le social, augmenter les salaires, 100% sécurité sociale, parce que les gens ont besoin d'être soignés mieux, il y a des déserts médicaux. Ça sont des intentions, c'est ce que... Comment on fait? Eh bien, on va investir 100 milliards... Comment est-ce qu'on contraint un chef d'entreprise à augmenter un salaire? Mais c'est la loi. On augmente les salaires. Les gens ont besoin d'augmenter les salaires pour pouvoir consommer. Aujourd'hui, nous, notre programme, c'est sûr, il ne convient pas... Il n'y a jamais eu de loi qui oblige les entreprises à augmenter les salaires. On augmente le SMIC, on augmente le SMIC, bien sûr, et les minima sociaux. Et les minima sociaux, j'en reviens, mais ça, c'est clair que c'est pas possible pour le moment, puisqu'on est dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, que d'ailleurs, M. Macron a été rassuré, Mme Merkel, qu'on ne dépassera pas les 3% de déficit dans l'année. Bien sûr, pour mener la politique, nous voulons. Eh bien, il faudra renégocier les traités européens afin que l'on puisse investir massivement dans l'économie de la mer ou dans la transition énergétique, afin que ça crée de l'emploi. Donc on reviendra petit à petit au plein emploi. Comme il y a de l'emploi, il y a de la consommation. Comme il y a de la consommation, il y a des entreprises qui augmentent leurs bénéfices. Comme il y a des entreprises qui augmentent leurs bénéfices, elles font de l'investissement. C'est comme ça qu'on relance une activité économique. Et en parallèle, les gens ont besoin aussi de vivre mieux. Parce qu'aujourd'hui, là, on n'a pas parlé des gens, je suis désolé, on n'a pas beaucoup parlé de l'humain, de la dignité humaine. Allez-y. Ben oui, je vais le faire. Il faut augmenter les salaires, comme je l'ai dit, il faut augmenter les minima sociaux, parce qu'aujourd'hui aussi, on est en Corse, il y a 66 000 personnes sous le seuil de pauvreté. C'est un discours qu'on entend, mais concrètement, ça correspond à Mais nous, quoi? nous serons des députés insoumis à la politique d'austérité que veut mener M. Macron. Nous, on veut protéger les gens. Les gens ont besoin de plus de droits. Voilà la réalité. Aujourd'hui, les gens qui vivent et qui ne sont pas des patrons ou autres, ou qui ne sont pas des actionnaires, qui travaillent tous les matins, qui se lèvent à 6 heures pour aller gagner leur pain, eux, ils ont besoin d'être augmentés, ils ont besoin d'être sécurisés, et ils ont besoin de pouvoir s'épanouir dans un environnement qui est sain, parce qu'aussi, quand on va relancer l'activité économique, on va sortir du nucléaire pour éviter que demain, il y ait une menace nucléaire qui en France... On est loin de la circonscription. Non, mais là, on est loin de la circonscription, je vous l'admets, mais le député, c'est un élu national, c'est pas un élu local non plus. Bon, moi je prends en compte aussi les problèmes de la circonscription, comme par exemple les déserts médicaux. Nous, on veut bien sûr aussi investir pour que, quand on va proposer une bourse étudiante, pour que pendant 3 à 5 ans, on donnera 800 € par mois aux étudiants. Derrière, c'est pour qu'en contrepartie, par exemple, ils s'engagent à exercer leur métier, je pense aux médecins, dans des endroits comme l'Altaroc, où aujourd'hui, il y a très peu de médecins pour la population. Voilà, nous, on répond aux exigences de la population qui a besoin d'être soignée, qui a besoin d'avoir un emploi et qui a besoin de s'épanouir dans un environnement. Et toutes ces mesures-là sont financées? Elles sont financées, bien sûr. Mais elles ne sont pas financées. Mais c'est clair que dans le pacte de stabilité et de croissance, c'est pas possible. Mais moi, je vous dis, il y a déjà 85 milliards de fraude fiscale par an. Et il faut les récupérer. Paul-André Colombagne et ensuite Nicolas Laris. Eh oui, monsieur, c'est la vérité. On parle en milliards. Si on va parler de lutte contre les déserts médicaux, c'est un peu le cœur de mon métier, si vous voulez. Donc ces mesures présentées sont déjà connues et malheureusement ne sont pas très très efficaces sur le terrain. Donc si vous voulez... moi, j'aurais aimé qu'on vienne un petit peu aussi sur le travail du député sortant, si vous voulez, qui a un bilan aussi à défendre. On a trop occulté dans le débat, quoi, si vous voulez. Donc, moi, j'aimerais, on nous a longtemps expliqué qu'il fallait être de la même couleur politique que Matignon ou l'Élysée pour être audible à Paris. Et donc, on s'est vite rendu compte dans l'action de Camille Drocasser, si vous voulez, notamment sur une partie du travail sur les arrêtés MIO, qu'il a été à la fois inaudible au sein même de son groupe et et donc si vous voulez on peut prendre l'exemple si vous voulez vous avez signé la loi qui a censuré en 2000 l'origine de la crise qu'on a eue en Corse. Oui. Sur la saisine du Conseil constitutionnel qui a engendré la suppression de l'arrêté. Comment avez-vous fait pour signer cette procédure? Mais je n'ai pas signé. Je n'ai pas signé. Vous avez censuré la loi de finances. Je n'ai pas signé
il se trouve que... Et dans la loi de finances, il y avait des prorogations des arrêtés bureaux. L'opposition a signé, je n'ai pas signé. Vous étiez prisonnier de votre groupe. Mais c'est la liberté. Pourquoi j'ai choisi, justement, comme véhicule la proposition de loi? Mais arrêtons les mensonges. Rapidement, Camille de Rocazer. Arrêtons les mensonges. Vous avez fait croire qu'un député de l'opposition peut faire la loi. Ça, c'est celui-là le grand mensonge. Je n'ai pas signé. Et je n'aurais jamais signé. Mais si on a eu, à un moment donné, jusqu'en 2014, l'exonération de droits de succession, on me le doit en 2002. C'est moi qui ai apporté la formule en 2002, c'est moi qui l'ai prorogée en 2008, et en 2008, il se trouve et on parle toujours que de la gauche, que la gauche soutenait, et on n'est toujours pas sorti de la socialiste c'est le gouvernement de Manuel Valls avec François Poupon. Pas tous en même temps, c'est totalement faux. Et François Poupon est venu nous dire ici, ayez un peu de pudeur, moi je crois qu'il faut un peu de, justement, l'honnêteté intellectuelle, c'est d'arrêter de faire croire qu'on a un député de l'opposition est capable de faire la loi. Voilà. Moi, je vois LDE de droit public et j'ai côtoyé le professeur Favoreux, qui est un grand constitutionnaliste. Je n'ai jamais vu ça. Ce serait le seul pays au monde, d'un député d'opposition faire la loi. En février. Et je m'en honore. Oui. Et d'ailleurs, en photo, Gilles Siméon Talamone avec moi à l'Assemblée nationale, disant c'est la mère des batailles. Cette partie-là, c'est le travail collectif. Un travail collectif. Ah non, mais c'est pas celui-là, on est un travail collectif. Quand on est arrivé aux responsabilités, et la différence, c'est que moi, quand j'ai voté à la responsabilité, personne ne comprend. C'est ce que j'ai fait en 2008 lorsque la gauche avait attaqué justement la loi de finances. Alors je venais de porter. C'est la gauche qui avait attaqué. C'est 2% et de gauche. À l'époque, le Conseil constitutionnel n'a pas sanctionné. Oui, bien sûr. Nicolas Larry sur le bilan du député sortant. Voilà. Moi, je ne vais pas faire le bilan. D'abord, avant de parler du bilan du député sortant, parce que ce n'était pas la question initiale. Non, la question initiale, c'était les projets à mettre en œuvre dans cette circonscription. Mais la priorité, c'est un député pour poser à l'Assemblée les véritables problèmes de la Corse. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent? Non. Non, les véritables problèmes de la Corse, on ne les a pas posés. Non. Non. C'est les problèmes sociaux. Ceux-là, ils ne sont jamais posés. Je rappelle quand même que la Corse... Il y a des gens qui peuvent être sourds à ça, je le comprends, nous on ne l'est pas, nous on est attentifs. Les véritables problèmes de la Corse, c'est quoi? C'est 80 000 personnes qui vivent avec moins de 700 € par mois. Oui, c'est vrai. On est les premiers en France en matière de précarité. Donc, ces problèmes-là, est-ce qu'on va à un moment donné les prendre à bras-le-corps ou pas? On parle de modification institutionnelle. On n'arrête pas de modifier les statuts. Pour être plus efficace. Oui, pour être... Moi, on ne l'est jamais. Si, le problème, il est là. Oui, en tout cas. Alors, si on l'est, pourquoi la pauvreté augmente? Pourquoi le chômage augmente? C'est ça le problème. Sur la risque, il faut être modeste sur le sujet. Moi, je ne vais pas monter. Nous avons été ensemble, il faut être modeste sur le sujet. Non, il faut être modeste. Oui, il faut être modeste. Moi, je le suis modeste. Je suis de condition modeste. Oui, non, mais je parle de l'action. Non, il faut être... Vous avez été aussi responsabilité. Bien prendre en compte les besoins des gens. Écoutez, moi, je ne vais pas monter, si je suis élu député, pour défendre les intérêts du consortium des grands patrons de la distribution en Corse et du PTP, à qui on a donné grassement des bateaux. On les aide sur le fret, et au retour, il n'y en a pas. La vie est toujours aussi chère en Corse. Oui. Il y a une décision du tribunal de commerce de Marseille, quand même. Oui, mais en attendant, C'est pour ça que des états généraux concernant En attendant, et c'est en cela que je veux dire à M. Colombane, évidemment, avec tout le respect que j'ai, des personnes. Mais c'est le même problème. Je remets la balle au centre. Parce que notre majorité a vraiment le souci du social au cœur de son action. Oui, mais nous avons été les seuls jusqu'à présent à mettre une carte pour les retraités qui ont moins de 15 000 € par an. Oui, là aussi, on peut en parler. Pour diminuer le transport de 50%. Vraiment, c'est une mesurette. Je vous ai parce qu'au nom de l'équité... Vous ne l'avez jamais fait avant. Ni l'une ni l'autre. 6 ans de gauche, 26 ans de gauche, 26 ans de droite. Parce que nous, on dit que c'est à l'État de le faire. C'est à l'État de 6 ans de gauche, 26 ans de droite. Au nom de l'équité. 26 ans de droite, au nom de l'équité. Et ça va dans une mesure. C'est une mesure. Elle est ridicule, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi elle est ridicule. Parce que ceux qui n'ont pas les moyens voyagent peu. Voilà. Elle est expérimentale, c'est une mesure expérimentale. Celui qui a tout juste de quoi vivre, il ne s'amuse pas à se promener entre Marseille. On mettra le curseur au bon endroit. Il le fait en général pour des raisons de santé, malheureusement. Elle a le mérite d'exister. Même moi, je vous le dirais. Même s'il faudra... Nous avons un plan de lutte avec Emmanuel Macron. Nous étions pour un droit universel.
Nous avons un plan de lutte sur la précarité, avec des mesures concrètes qui parlent de revenus universels, une étude de revenus universels en Corse, pour la création d'une banque alimentaire. Ça, vous l'avez piqué à Hamon, alors. Nous avons qui va aider qui va soutenir les étudiants qui ont du mal à se loger. Les élus qui va reprendre, on a piqué à Médecins du Monde, monsieur Drocaser. Les élus de la formation que je représente l'ont finalement voté. Je dis finalement, pourquoi? Parce que quand il a été présenté... Et ils ont bien fait. Oui, bien sûr, ils ont bien fait, mais il a fallu qu'ils insistent les autres pour qu'ils soient chiffrés, chiffrés et fléchés. Ils ne l'étaient pas. Et il faudra renforcer vraisemblablement. 20 millions, il y a des mesures dans les comptes pour lutter contre les déserts médicaux, pour lutter contre la fracture territoriale. Il y a plus d'une vingtaine de mesures. Contre la précarité énergétique. J'espère que ça suffira à résorber les besoins populaires. Charles Arsouchi, sur l'urgence sociale. Oui, moi j'aimerais vous dire deux choses quand même, parce que c'est vrai que le temps passe et qu'il y a quand même des points essentiels qui n'ont pas été évoqués, notamment un, et je vais l'évoquer ici, et ça va ne surprendre personne. Juste pour vous dire que le député que je serai vérifiera tout simplement que la déclinaison du programme d'Emmanuel Macron, notamment les 50 milliards d'euros d'investissement qui comprennent 15 milliards pour la formation, se feront effectivement en Corse. Que nous combattrons évidemment la fracture numérique et les déficits que nous avons en matière de couverture sanitaire. C'est évident. Mais ce que je voulais vous dire maintenant, et c'est peut-être le point le plus important, il a été évoqué à demi-mot tout à l'heure par mon ami Paul-André Colombagne. C'est la situation politique insulaire. Là-dessus, Jean Vitus, vous avez dit qu'on aborderait le sujet. On ne peut pas passer outre. C'est clair. Abordez-le. Aujourd'hui, il manque une personne autour de cette table. Ça n'était jamais arrivé depuis 2002. Alors que, et vous l'avez compris de quoi je voulais parler, le Front National a réalisé son meilleur score dans notre circonscription. Il nous invoque aujourd'hui un problème technique. Il n'y a pas de problème technique. Camille de Rocasser, ici présent, je le dis, avec la gravité nécessaire au sujet, a passé un accord avec le Front National. Zéro accord. Et je vais le dire, et je vais dire pourquoi je dis cela dans chacun des émissions. Il va vous répondre. Allez-y, il répondra. Laissez-moi juste finir pour dire pourquoi je dis cela. Premièrement, parce que le silence assourdissant de Camille de Rocasser au soir du premier tour en disait déjà long. C'est enregistré. L'entrée en campagne au lendemain du second tour, lorsqu'il se déplace dans chacune de ces villes en disant qu'il va être élu au premier tour de cette élection législative. J'ai trop de respect pour l'intelligence et la connaissance politique de Camille de Rocasser pour ne pas avoir autre pensée que de dire qu'il sait qu'il n'y aura pas de candidat Front National. S'il sait pourquoi il n'y a pas de Front National, c'est qu'il y a un accord. Et je le dis, la question qui se pose aujourd'hui, sur la tête de qui cet accord c'est fait. Peut-être dans vue des territoriales de décembre, j'ose pas espérer qu'elle s'est faite sur le candidat de l'autre circonscription de la Corse du Sud. Alors il vous répond très vite, Camille de Rocasser. Le représentant du Front National a dit qu'il y avait 577 candidats en France, c'est-à-dire un candidat dans chaque circonscription. Ce n'est pas vous, monsieur Alaris. Ce n'est pas vous, monsieur. Non, nous sommes les seuls à faire reculer le Front National. S'il n'est pas Paul André, donc je vous laisse on va laisser Camille de Rocasser répondre parce que l'accusation est sérieuse. Avec M. Camille de Rocasser, nous sommes les seuls à les faire reculer, on fera reculer M. Camille de Rocasser alors. Oui. J'offrirai à Jean-Charles Arsouchi un article dans Setiman qui a très bien d'Antoine Albertine qui explique très bien le vote du Front National. J'offrirai aussi le détail, commune par commune, à mon ami Colombagne, pour montrer, là où Fillon ne fait aucune voix pratiquement, les voix que fait le Front National et d'où ça peut venir. 900 de plus entre les deux tours à Porto Vecchio, en tout cas. J'expliquerai quand même ici que ça n'est pas moi qui suis satisfait à l'Assemblée de Corse d'avoir une majorité avec M. Cagnon ou qui se contente, et bien content, d'avoir l'abstention du Front National à l'Assemblée de Corse. Moi non plus. Je n'ai aucun accord. Il y a simplement une chose. En tout cas, Gilles Simeone a eu un courage que vous n'avez pas eu. Gilles Simeone a tellement eu de courage que l'électorat nationaliste a voté Front National en grande majorité. J'ai félicité le Parti communiste et je reconnais à Gilles Simeone le courage sur le sujet. J'ai dit, tout le monde me connaît sur mes valeurs gaullistes. Oui, c'est facile. Je ne voterai jamais et je n'ai jamais voté et je n'ai aucun accord. C'est celle de Juppé, et je le dis très clairement ici. Il n'était pas libéral, gaulliste. J'ai simplement dit, je n'ai pas appelé à voter M. Macron. J'ai dit, tout le monde me reconnaîtra sur mes valeurs et je sais que, quel que soit le choix que je ferai, ce qui sera déterminant, c'est en votre âme et conscience de voter par rapport à ce que j'ai juste une question sur le Nini, le rejet du Nini au niveau national qu'a annoncé François Baroin. C'est-à-dire qu'on ne met pas sur un plan d'égalité le Front National et les autres partis. Mais les électeurs du Front National, ils vont voter pour nous. Ça décharge, on a une droite qui est vraiment désorientée. Il y a une droite qui est chez Camille de Rocasser se trompe, c'est que les électeurs vont voter pour nous. Pour moi, il y a deux choses. Emmanuel Macron a gagné pendant le débat et je préfère qu'on démontre
je dirais, les erreurs économiques, les erreurs de programme, le danger des programmes de Marine Le Pen, plutôt que de faire de l'ostracisme par principe, alors qu'il faut démontrer. Sur l'Europe, je suis en désaccord total. Sur l'euro, je suis en désaccord total. L'abandon du Nini. L'abandon du Nini, si vous voulez, moi je suis un homme qui ne change pas de ligne en permanence. Je suis gaulliste. Le gaullisme, c'est ni le Nini, ni autre chose. C'est d'avoir des valeurs et de mettre dans toute définition du politique l'homme au cœur de toute politique. Il vous reste une minute, messieurs, pour conclure chacun. On va commencer par M. Champeau, allez-y. Oui, bon, déjà, je veux juste dire un petit pour peu. La conclusion. Je pense que les gens n'ont pas grand-chose à faire que le Front National soit présent en Corse. Les gens, ils veulent savoir ce qui va changer pour leur vie. Moi, je serai un député qui sera toujours au service du peuple. Je me battrai toujours pour que ce soit le progrès social qui prime sur le reste. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de mieux vivre, ils ont besoin d'avoir plus de salaire, ils ont besoin de moins payer d'impôts. C'est pour ça qu'on va en mettre 14 tranches. Les gens, voilà, les débats qui viennent de se passer ici, savoir si le Front National ou pas, il est dans la circonscription, bon, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est la vie des gens qui nous intéresse, monsieur. Et, non, c'est le peuple qui nous intéresse. Moi, je représenterai le peuple à l'Assemblée et je veux construire la gauche du XXIe siècle et surtout le monde du XXIe siècle parce que le vieux monde se meurt. Nicolas Laris, pour la conclusion, très vite. Alors très vite, moi lorsque je regarde la composition sociale de ce gouvernement, je ne vois pas beaucoup de travailleurs, d'agents hospitaliers, des gens du monde du travail. Et c'est regrettable parce qu'ils ne seront pas représentés à l'Assemblée nationale, donc on ne fera pas rentrer ces problèmes-là à l'Assemblée nationale. Avec une politique très dangereuse pour les gens d'en bas, très dangereuse pour deux raisons. D'une part, parce que ce sera la casse sociale, pour faire court, puisque vous me donnez très peu de temps, ce sera la casse sociale avec le code du travail et l'ubérisation, etc. Mais cette politique-là va produire les mêmes effets qu'elle produit depuis 40 ans. Et avec, en même temps, une accentuation de la misère et de la montée du chômage, une accentuation de la colère, qui dans 5 ans, peut-être, conduira Marine Le Pen au pouvoir. André Colombagne, un mot de conclusion. Un mot de conclusion. Pas une minute de conclusion. Un mot de conclusion, si ce n'est que pour regretter qu'on n'ait pas pu parler plus longuement des problèmes de la circonscription, du travail de la majorité territoriale et de la nécessité... Ça, ce sera le débat territorial. Non, c'est directement lié parce que si vous voulez, nous avons besoin de renforcer le travail de cette majorité territoriale. Le travail n'a pas été fait ces dernières années, on n'y trouve pas assez notre compte dans le travail du député sortant. Et donc j'espère que la dynamique qui est engagée en Corse depuis plusieurs années va pouvoir se poursuivre et qu'on va envoyer à Paris des gens qui sont vraiment concernés par l'avenir de la Corse. Camille de Rocazia. Très simplement, l'alternance au niveau national, sortir des 5 ans que nous avons vécus, qui ont entraîné un déclassement de la France, donc redonner des moyens à notre pays. Parce que si nous voulons avoir la solidarité nationale en Corse, il faut bien que la France ait des moyens retrouvés, renforcés. Continuer mon travail de parlementaire, c'est-à-dire maintenant un statut fiscal et social pour la Corse. J'avais engagé beaucoup de mesures sur le crédit d'impôt, sur le FIP et sur la CADEC. Il faut aller beaucoup plus loin. Troisièmement, c'est effectivement faire en sorte que la collectivité nouvelle que nous avons créée par les ordonnances que je n'ai pas votées, eh bien nous puissions la porter sur les fonds baptismaux avec une loi, un texte global sur la Corse qui permet de rééquilibrer les pouvoirs entre d'un côté la collectivité stratège et de l'autre côté des intercommunalités renforcées. C'est-à-dire de ne pas transférer tous les pouvoirs, tous les moyens financiers, toute la fiscalité des départements à la région, mais d'avoir un équilibre entre ce qui est vraiment du domaine de la région et avoir une autre représentation territorialisée des élus régionaux demain pour que nos territoires ruraux, pour que la ruralité soit représentée et qu'on ait des politiques qui puissent aller directement, je dirais, au cœur de nos territoires. Député à plein temps ? Ou avec un autre mandat encore ? Député à plein temps, je le suis déjà. Vous savez, le plein temps, c'est quoi ? C'est de travailler en commission. De travailler en commission. Vous verrez d'ailleurs dans le bilan du parlementaire à quel niveau je suis. C'est Jean-Charles Orsouch qui aura le privilège de conclure. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Moi, je dis aux électrices et aux électeurs de cette circonscription que s'ils veulent véritablement avoir un député utile, c'est-à-dire, je répète, un député qui peut travailler avec le président de la République, avec le Premier ministre, s'ils veulent faire avancer l'idée même d'autonomie de la Corse dans la République,
à laquelle je suis aujourd'hui très attaché, le seul député qui vaille, c'est évidemment celui qui est devant vous ce soir. Pourquoi? Parce que je serai dans le groupe de la majorité présidentielle. Avant d'être député. Oui, lapsus révélateur, je suis optimiste. Oui, enfin, le seul qui pourra justement être dans le groupe de la majorité présidentielle, qui aura une visibilité médiatique, pourra convaincre des députés pour que véritablement on fasse changer les choses. Le seul qui aura un discours en Corse et gardera le même à Paris, je dirais non pas votant blanc à l'Assemblée de Corse et noir au Palais Bourbon, c'est celui qui est devant vous, parce que oui, moi je ne vais pas au VAD, aux Salines, une fois tous les 5 ans, et encore, j'y serai présent pour défendre l'intérêt de Porto-Vecchio, de Sartène, de Bonifacio, un véritable député à plein temps, et c'est comme ça que je serai efficace pour notre circonscription. Et la conclusion de l'émission appartient à Jean-Vitus Albertine. Voilà, messieurs, merci à tous d'avoir participé à cette confrontation. Sylvie, merci à vous également. Nous nous retrouverons vendredi soir, même lieu, même heure, pour notre second débat qui sera consacré cette fois-ci à la première circonscription de la Corse du Sud, c'est-à-dire celle d'Ajaccio. Intanto, buonasera a tutti e a bene.